conseil des ministres s'est tenu ce lundi au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets dont le recensement général de la population et de l'habitat ont été abordés. Recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Touaqueux s'est rendu à Yamoussoukro où il a rencontré les préfets. Les deux parties ont saisi cette opportunité pour évaluer le processus. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire pourrait connaître une amélioration, c'est ce que pensent les observateurs, après que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU aient adopté à l'unanimité la levée partielle sur le diamant et les armes dans le pays. Le président sud-africain Jacob Zuma dit être confiant et convaincu d'obtenir un deuxième mandat. La campagne pour les élections nationales et provinciales du 7 mai prochain bat son plein dans la nation arc-en-ciel. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Nous démarrons ce journal avec la tenue aujourd'hui d'un conseil des ministres au palais présidentiel, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le recensement général de la population et de l'habitat était parmi les sujets abordés lors de ce conseil. L'opération doit se poursuivre jusqu'au 22 mai 2014. Le gouvernement a pour ce faire appelé au bon sens des populations pour la réussite du RGPH. L'attention a été aussi portée sur les sanctions à l'endroit de tous ceux qui appellent au boycott de l'opération ou qui refusent de se faire recenser. Je vous propose à présent d'écouter le message du porte-parole du gouvernement Bruno Nabagny-Koné, message relatif à ce conseil des ministres. Si des gens ne se font pas recenser, malheureusement, cela risque de retarder le développement dans leur région d'habitation. Je pense qu'il faut que ce message soit clairement porté à l'ensemble des populations ivoiriennes, que la sensibilisation se poursuive. Nous souhaitons également attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que prennent certaines personnes qui, devant tout le monde, ouvertement défient l'État et violent nos lois. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statistiques, au-delà même de toute la gêne que cela peut constituer au niveau de l'aspect totalement technique du recensement, il y a des troubles à l'ordre public et qui ne pourront plus être tolérés. On ne peut pas accepter que certaines personnes, dans des journaux, tiennent certains langages. Nous sommes un État de droit. Nous avons des textes de loi. Il s'agit de faire en sorte que toutes les populations respectent de la même façon ces textes de loi. Le gouvernement a été suffisamment compréhensif jusqu'à maintenant. Il a laissé faire en comptant sur l'intelligence des uns et des autres pour comprendre l'erreur dans laquelle il s'était mise. Mais comme cela continue, il s'agit maintenant de revenir à nos textes de loi et de dire désormais chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui veulent continuer à dire des choses, qu'ils continuent à les dire, le gouvernement, donc le ministère de la Justice a été saisi dans ce sens, le ministère de l'Intérieur a été saisi dans ce sens, et le gouvernement prendra désormais ses responsabilités vis-à-vis de tous ceux qui troublent d'une façon ou d'une autre le déroulement de cette opération. Et nous restons dans le vif du sujet, le recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était récemment dans la ville de Yamoussoukro dans le cadre d'une tournée de sensibilisation dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Dans la capitale politique ivoirienne, Albert Mabry-Touaqueux a échangé avec les préfets. Ensemble, ils ont fait le point de l'opération, relevé les difficultés et fait des propositions. Serge Koléa. La dernière ligne droite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat s'annonce décisive. Le comité national, les 28 271 000 agents, chefs d'équipe, contrôleurs et autres acteurs ont obligation de résultats. Il faut absolument et impérativement combler le déficit de 30 à 40% de personnes non recensées, et cela dans un délai de 2 à 3 semaines. Pour atteindre cet objectif, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabry-Touaqueux et les préfets de Côte d'Ivoire ont évalué la situation.
Ils sont d'avis que l'opération, du fait de tâtonnement, n'a pas débuté partout au même moment. Les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain ont quelque chose à voir avec l'accessibilité des sites habités. Nous avons des problèmes techniques, Internet, manque d'électricité, etc. Nous avons donc arrêté un certain nombre de mesures pour booster l'opération sur le reste de sa durée. Le comité national entend renforcer sa campagne de sensibilisation de proximité. D'autres propositions vont être soumises au gouvernement dans l'optique de toujours faire en sorte que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat soit un succès. Les préfets ont également mis à profit cette rencontre de Yamoussoukro pour exprimer leurs besoins et leurs attentes au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Une façon pour eux de contribuer à la réussite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Mamadou Kwasi. En venant à la rencontre, les préfets des régions et des départements voulaient exposer leurs difficultés quotidiennes dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. Cette difficulté se résume selon le corps préfectoral en la mobilité des agents recenseurs, la saison pluvieuse avec le démarrage des activités agricoles, des soucis techniques avec le matériel de collecte d'informations et le refus de certains ménages. Yamoussoukro est un département qui n'est pas connecté au réseau Internet alors qu'il s'agit d'appareils qui doivent travailler avec l'Internet. Donc ce qui revient à dire que il y a des difficultés d'autres pratiques et nous, à notre niveau, nous avons essayé de mettre en place une solution palliative qui consiste à recenser la population quand même sur papier et d'aller les numériser après à Yamoussoukro. Nous sommes une cité plus ou moins dortoir qui fait que dans la journée, la plupart des populations se retrouvent à Abidjan pour travailler et donc elles retournent le soir et c'est donc le soir que ces populations sont disponibles. Donc il est un peu difficile pour les agents recenseurs de les trouver sur place dans la journée. Et la nuit, pour des raisons sécuritaires, bien souvent les portes sont closes. Le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, par ailleurs président du Comité national de supervision du 4e recensement général de la population et de l'habitat, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à réussir le RGPH. Une chose qui permettra, selon lui, la planification du développement. Au terme de la rencontre, les préfets ont exprimé leur satisfaction. Les comités locaux de supervision ont été invités à faire respecter les 30 jours de dénombrement et de recensement. Rendons-nous à présent à la primature. Le vice-président du réseau économique et culturel dénommé Si tous les ports du monde a été reçu en audience ce lundi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec le chef du gouvernement. Loïc Fremont a abordé la question de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et ce réseau qui réunit un ensemble de 20 ports à travers le monde. Le reportage de Sidonie Davila. Le réseau Si tous les ports du monde, puissant réseau d'intérêt économique et culturel regroupant 20 sites portuaires à travers le monde, veut aujourd'hui conquérir la Côte d'Ivoire qui, grâce à ces deux ports, Abidjan et San Pedro, est devenu un pôle incontournable dans la sous-région. Lors de l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au vice-président exécutif du réseau, Loïc Fremont, les échanges ont essentiellement porté sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce vaste réseau. Cette intégration constituera une valeur ajoutée à son économie et à son développement culturel. Le but, c'est de faire provoquer des rencontres qui peuvent être déclencheurs d'affaires et après de les donner à des organisations plus grosses que nous. Aussi a-t-on décidé, grâce notamment avec M. Issoufou Ouattara, d'ouvrir le pôle Afrique à Abidjan. D'abord parce que c'est le grand port de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est extrêmement important. Il permet de fédérer autour les autres pays limitrophes. Et au fond, c'est de faire rencontrer des gens qui sans nous se seraient sans doute pas rencontrés. Donc sur le plan économique, c'est un premier point. Deuxième mission sur le plan économique, c'est de former des jeunes. Né de l'histoire maritime et commerciale de la région malouine, Si tous les ports du monde est un club à but non lucratif basé sur les relations humaines. À la faveur des Jeux olympiques de la francophonie de 2017, la Côte d'Ivoire est annoncée pour assurer la présidence après le Québec en 2016.
La ministre de la Communication a eu récemment une rencontre avec une délégation du groupe France Média Monde, délégation conduite par le président directeur général du groupe, Marie-Christine Saragosse, au centre des échanges avec Mme Afoussiata Bambalamine, la coopération et les festivités marquant les 20 ans de la diffusion de RFI, Radio France Internationale en FM en Côte d'Ivoire. Michel Digri. Deux émetteurs à Yamoussoukro et à San Pedro pour marquer les 20 ans de diffusion de Radio France Internationale en bande FM en Côte d'Ivoire. C'est le cadeau offert par la direction du groupe France Média Monde à ses auditeurs ivoiriens. La bonne nouvelle a été portée au ministre de la Communication par Marie-Christine Saragosse qui conduisait la délégation française. On a un très beau cadeau d'anniversaire puisque la Côte d'Ivoire nous donne 2 nouvelles fréquences pour RFI à San Pedro et à Yamoussoukro, ce qui fait qu'on va avoir au total 5 émetteurs et que la Côte d'Ivoire sera un des pays les mieux couverts pour RFI. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. On a délocalisé plein d'émissions pour venir à la rencontre de nos auditeurs et la petite sœur de RFI, France 24, est venue avec nous pour faire une belle émission pour raconter le pays, sa reconstruction, sa dynamique économique, sa réconciliation. RFI sait être là quand il le faut pour donner de l'information, la vraie information, et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que RFI reste à l'écoute des populations, parle des réalités du pays et donne la véritable information. Ça permet évidemment aux populations elles-mêmes de s'informer, de se former, de s'éduquer, et donc ça permet aussi à RFI, en fonction des informations qu'ils peuvent recevoir du terrain, réajuster les choses pour que toute la Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui est dit, en fonction de ce qui se fait, nous soyons tous dans la bonne dynamique. Ces festivités seront marquées par l'enregistrement d'émissions telles que Appel sur l'actualité, Priorité santé, 7 milliards de voisins. Pour ces mises en boîte, une vingtaine d'animateurs et de techniciens de RFI et de France 24 ont débarqué à Abidjan pour 4 jours. En matière de sécurité, les observateurs voient d'un bon œil l'adoption récemment à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU de la levée partielle de l'embargo sur le diamant et les armes en Côte d'Ivoire. Selon eux, cette décision des Nations Unies, jugée satisfaisante, pourrait favoriser l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Abou Sanougou. Pour plusieurs observateurs, les forces de sécurité ne pourront être efficaces que si elles sont suffisamment outillées. Cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies permettra à court sûr une réduction du phénomène des bandes armées qui écument les routes. Selon eux, pour combattre l'insécurité, la police et la gendarmerie doivent posséder des armes plus dissuasives, sachant que les bandits opèrent avec des armes à feu parfois sophistiquées. Pour le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné, l'allègement de l'embargo sur les armes va permettre à la gendarmerie, aux forces républicaines de Côte d'Ivoire et à la police de disposer de matériel nécessaire dans le cadre de leur mission. Réagissant au lendemain de la décision d'allègement prise par les Nations Unies, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a indiqué l'aspect salutaire de cette mesure. Pour lui, cette levée permettra à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant. Il s'est dit convaincu que dans les jours à venir, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire va nettement s'améliorer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité de ses 15 membres la levée de l'embargo frappant les exportations de diamants bruts et les armes en Côte d'Ivoire. Et toujours en sécurité, cette fois en bref et en images, 722 ex-combattants, dont 68 jeunes filles, bénéficient du programme de réinsertion post-crise. Il s'agit de 772 ex-combattants. Ils ont intégré aujourd'hui le corps des pompiers civils qui a vu le jour récemment. La cérémonie s'est déroulée au 3e bataillon de Boaké en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, des ambassadeurs du Canada et de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. À l'issue du second tour de l'élection présidentielle d'octobre 2010 en Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique inquiétait les populations. Le sentiment d'insécurité a provoqué une fuite de ces populations, certaines hors des frontières du pays.
Plusieurs Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour les pays voisins. Eux, ce sont des réfugiés de la crise post-électorale. Quelle est leur situation? On fait justement le point dans ce grand format de la rédaction proposé par Alexis Ouedraogo. Nadège a 33 ans. Elle est mère de 2 enfants. Après la chute de l'ancien régime en 2011, celle qui a été très active durant la campagne de l'ancien président quitte la Côte d'Ivoire. Elle part aussi loin que ses jambes le lui permettent. Dabou, à Boisseau, Accra, c'est finalement à Lomé au Togo qu'elle pose ses valises avec 8 membres de sa famille. Dans un camp de réfugiés, elle raconte. D'autres jeunes filles qui étaient là-bas, je ne peux pas vous mentir, se prostituaient. Parce que si tu ne vis pas cette vie-là, tu ne peux pas manger. Moi, comme ça, je suis partie avec 2 enfants. Il fallait que, vraiment, si elle n'était pas partie avec maman, peut-être j'allais faire des choses pour pouvoir nourrir mes enfants. Aujourd'hui de retour en Côte d'Ivoire, grâce au service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara, l'ancienne réfugiée parle des réalités de l'exil, de ses exigences, des besoins primaires à satisfaire. Quand tu as mal à l'orteil, là, on te donne paracétamol. Tu as mal au ventre, on te donne paracétamol. Pour finir là, il y a eu des jeunes même là-bas qui ont fait AVC, d'autres ont fait folie, d'autres ont fait, en tout cas, tout ça des maladies. Comme elle, Patrick Kobi Mranjo. À l'heure où les cités universitaires donnaient froid dans le dos, son nom imposait le respect. Lui aussi est parti. L'exil est plus difficile que la prison. Parce qu'en prison, vous voyez, il y a une sorte de solidarité qui règne. Mais en exil, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous ne travaillez pas, mais les réalités des besoins quotidiens sont là. Il faut se nourrir, il faut se loger, il faut s'habiller. Intoxication, rumeurs, volonté de demeurer dans l'illusion du retour de l'ancien président, tout était fait pour encourager les exilés à rester hors de chez eux. Une réalité qui pourtant tranche avec la vérité du terrain. On avait des appréhensions, voilà, par rapport au régime en place. Je voudrais vous l'avouer. On avait beaucoup d'appréhensions, mais s'ils viennent, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on sent les efforts des uns et des autres. Quand je reviens dans mon pays, je vois d'abord la beauté de mon pays, qui me rend très heureux, très joyeux. Je vois la bonne vie, parce qu'il n'est pas facile et aisé de vivre ailleurs. La Côte d'Ivoire, Abidjan, a retrouvé sa paix d'avant. Les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Je le dis très sincèrement, moi-même, je me balade comme je veux, comme je peux. J'essaie de faire mes activités, c'est une grande joie. Valérie était en classe de terminale, sa belle famille était très impliquée dans la politique. N'ayant jamais entendu de bruit de guerre, elle les a tout simplement suivis à Lomé pour échapper aux balles perdues. De retour à Abidjan avec l'aide du Sahara, elle se livre à de petits métiers pour subvenir à ce besoin. Regret d'exil, la réaction des autres restés là-bas dans les camps de réfugiés, lorsqu'ils ont voulu rentrer, ils ont été traités de lâches. Quand nous avons décidé de rentrer, et nous, on nous a traités de traîtres. Et on était vus autrement, les gens nous négligeaient, tu n'avais plus d'amis, ou tu te retrouves dans un camp, et puis tu ne parles pas avec au moins 300 personnes. C'est vraiment difficile, tu peux pas, en tout cas, tu ne peux pas digérer ça. Franck Monoé l'a aussi connu cette situation. Marié et père de 4 enfants, son retour a été considéré comme de la traîtrise dans le camp de réfugiés où il était installé. Sa maison sur le camp et ses biens ont été brûlés et pillés. Cet ancien commercial devenu prophète avait fui la mort à Abidjan. Elle l'attendait pourtant là-bas en exil, les bras grands ouverts. Elle lui a pris son frère. Moi, j'avais hâte de rentrer au pays. Voilà. Et les mauvais souvenirs, c'est que ma maison a été brûlée pour cela. Parce que j'ai décidé de rentrer au pays. Ma maison a été brûlée sur le camp des réfugiés. De Pancom Agua, surnommé Jack Bauer, était le président des parlements et Agora de Côte d'Ivoire. Cet ancien vendeur ambulant au verbe tranchant avait lui aussi quitté la Côte d'Ivoire. De retour grâce au programme de rapatriement du Sahara, son discours se fait dans un ton plus modéré. Il parle désormais de paix et de cohésion. Quand nous sommes arrivés, quand moi je suis arrivé au Togo, on m'a dit qu'il y avait un monsieur du nom de Chérif Mamadou qui était militant du RDR et qui était en exil là-bas au Togo, qui était encore président des réfugiés. Et il nous a appelés à une table de négociation. Aujourd'hui, il y a un pouvoir en place qui dit qu'il est nécessaire qu'on parte à la réconciliation pour que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire s'améliore. Voilà le combat que je suis venu mener.
Partis par peur de représailles, pour fuir la mort ou par suivisme, ce sont plus de 300 000 Ivoiriens qui se sont retrouvés hors de leur pays à cause de la crise. Pour eux, l'État, à travers le ministère des Affaires étrangères, a initié plusieurs programmes de rapatriement sur la base du volontariat. Quand il y a des élèves, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui les réintègre dans le système éducatif. Quand c'est les parents qui cherchent du boulot, s'ils sont fonctionnaires, nous saisissons la fonction publique. S'ils ne sont pas fonctionnaires, qui sont dans le privé, qu'ils ont perdu leur job parce qu'ils sont partis, et donc nous essayons de voir avec les structures techniques, comme le ministère de la formation professionnelle, s'il y a des formations. À ce jour, près de 230 000 réfugiés de la crise ivoirienne sont de retour en Côte d'Ivoire et la main reste encore tendue aux 70 000 autres restants. Nous ouvrons à présent la page politique de ce journal avec la journée d'hommage au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Une journée initiée par la Fondation Espoir du parti, dirigée par Zié Koulibaly. La Fondation a saisi cette opportunité pour lancer une application mobile permettant d'avoir toutes les informations en tout lieu et en tout temps sur la vie du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Ben Touré, Adama Koni. M'adresser à Zié Koulibaly et à son équipe pour leur dire combien je suis entaillé. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a 80 ans ce lundi 5 mai 2014. Date choisie d'ailleurs par la Fondation Espoir du PDCI-RDA pour honorer le président Henri Konan Bédié. Un homme, une histoire, un destin. C'est le thème qui a réuni jeunes et doyens du parti au cours d'une journée dite d'hommage. Une journée hommage au président Bédié pour lui dire merci, mais aussi merci pour la politique, n'est-ce pas, de stabilité dans le cadre du RHDP. Et c'est pourquoi nous avons invité toutes nos bases pour nous retrouver aujourd'hui en ce lundi, jour de son anniversaire, pour nous souvenir de l'homme, son action, son œuvre. Emmanuel Niamien-Goran, Boitié Mele Idjampan, Albert Kakou Tiapani, Dagobert Banzio, Maurice Kakou Gukawe, tous ravivent encore dans leur mémoire les instants inoubliables en compagnie d'Aimé Henri Konan Bédié. Le film qui est passé tout à l'heure est très éloquent. J'ai découvert des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que le président savait jouer à la guitare. C'est extraordinaire. Faisons confiance au président Bédié. Il va, concernant le RHDP, ils feront les réglages nécessaires. Pour terminer cette journée d'hommage, la Fondation Espoir a lancé un projet novateur, une application PDCI RDA téléchargeable gratuitement sur les smartphones. Cette offre technologique, selon Zié Daouda Koulibaly, va permettre aux militants et sympathisants du PDCI de tout savoir sur la vie de leur parti, partout où ils se retrouveront. Les militants du RDR, le Rassemblement des Républicains d'Agboville, se sont mobilisés autour du programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara, avec en toile de fond la candidature unique du chef de l'État au sein du RHDP à la présidentielle de 2015. Cette rencontre est une initiative du député et ancien ministre Adama Bictogo. Abou Sanogo. D'Agboville, Adama Bictogo sonne la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Au cours d'une rencontre à la place de la salle des fêtes de la commune, Adama Bictogo a rappelé aux militants et aux secrétaires des différentes sections du RDR dans le département d'Agboville la nécessité de rester mobilisés pour faire face aux échéances qui s'annoncent en 2015. Échéances qui passent, selon lui, par la réélection du président Alassane Ouattara. C'est le début de la réélection d'Alassane Ouattara. Et la réélection d'Alassane Ouattara passe par la solidarité de tout le monde. J'irai vers les frères du PDCI, du FPI, du MFA, de l'UDPCI pour dire la Côte d'Ivoire, pour sa stabilité, son développement, a besoin d'Alassane Ouattara. Saisissant l'occasion, le député d'Agboville a annoncé la visite du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à Agboville le 17 mai. Il a également appelé les femmes du département à se préparer à accueillir la première dame Dominique Ouattara qui se rendra à Agboville pour honorer les femmes le 24 mai prochain. Les populations ont reçu avec ferveur ces deux nouvelles et attendent réserver un accueil chaleureux aux différents hôtes.
Le monde entier a célébré ce lundi 5 mai la journée internationale de la sage-femme. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, de rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. En Côte d'Ivoire, la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan, a accueilli la célébration de la journée mondiale de la sage-femme. F. Boué Fonquadio. Un défilé à travers les rues de Trècheville, des sages-femmes loin des maternités pour célébrer cette journée du 5 mai dédiée à leur corporation. Cette année, le thème fédérateur de cette célébration est le monde entier a besoin plus que jamais de sages-femmes. Plus de 18 femmes perdent la vie chaque jour en Côte d'Ivoire, des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ce 5 mai, la journée internationale des sages-femmes nous est offerte pour bouter cette tragédie hors de nos frontières. Les sages-femmes présentes à cette manifestation, des doyennes aux élèves sages-femmes, en passant par celles qui sont en activité, toutes ont noté l'importance de cette initiative. C'est un métier d'abnégation, un sacerdoce. Et quand tu t'engages, c'est comme des pères, tu te donnes au peuple, à la population. Cette journée va nous permettre de nous remettre en cause, de faire nos doléances et de donner surtout des conseils à nos jeunes sœurs. C'est une bonne idée de célébrer la sage-femme parce qu'on prend vraiment beaucoup de risques à mettre au monde les nouveau-nés. Donner la vie, un véritable sacerdoce pour la sage-femme, la célébrer aide à instaurer un climat de confiance entre elle et les populations. Un colloque international sur la promotion des langues maternelles africaines s'est tenu aujourd'hui à l'Institut Goethe. Thème de la rencontre, enjeux et perspectives de la prosodie et ses implications pour l'orthographe des langues africaines. Ce colloque se veut une plateforme pour la promotion des langues africaines à travers leur écriture. Déborah Olapadé, Grace Kondo. Pérenniser les langues africaines. C'est l'objectif que vise la Fondation Humboldt en partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny en organisant ce premier colloque international sur les langues maternelles. Thème choisi, enjeux et perspectives de la prosodie et ses implications pour l'orthographe des langues africaines. La prosodie, c'est tout ce qui est intonation. Lorsque l'on parle des langues, même les langues européennes, tout ce qui est élévation de la voix. Des langues comme le Yakuba qui a 6 tons. Comment noter ça dans un syllabaire, comment noter ça dans un texte pour le rendre lisible. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'un colloque de cette nature est très important pour ça. Beaucoup de langues vont disparaître, donc c'est notre rôle d'abord les instrumentaliser, faire en sorte qu'elles soient documentées, et puis en plus que nous puissions au moins les enseigner. Des livres de lecture et même des dictionnaires en langues ivoiriennes sont déjà édités pour l'intégration des langues maternelles dans les programmes scolaires. Des linguistes venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique prennent part à ce colloque ouvert ce lundi 5 mai à Abidjan et qui va durer 3 jours. À l'étranger, en Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, mène campagne pour les premières élections nationales sans Nelson Mandela. Le président sortant, Jacob Zuma, se dit confiant et convaincu d'obtenir un deuxième mandat. En Afrique du Sud, la campagne électorale est entrée dans sa dernière ligne droite. Alors pas question de laisser filer le moindre électeur potentiel. Opération porte-à-porte de l'ANC à Bramfisherville, quartier nord de Soweto. Comme à chaque fois, un ténor du parti a fait le déplacement. Ce jour-là, c'est Ralema Motlante, le vice-président. À Soweto, bastion de la lutte anti-apartheid, l'ANC est chez elle. Ici, on endosse volontiers les couleurs du parti de Nelson Mandela. L'ANC prend soin de nous. Je pense que l'ANC mérite le vote de chacun. Tout le monde devrait voter ANC. Quand nous faisons du porte-à-porte, certains nous disent « Nous ne soutenons pas l'ANC, mais nous voterons quand même pour eux par rapport à Nelson Mandela ». En effet, après 20 ans de pouvoir, le parti de Madiba ne fait plus l'unanimité. Les inégalités sociales, les scandales de corruption sont passés par là. Alors pour éviter que Jacob Zuma se fasse huer comme cela s'est déjà produit,
Ses supporters ont été triés sur le volet pour son dernier grand meeting avant les élections. Dans la foule, des portraits de Nelson Mandela. L'ANC a fait beaucoup pour nous, donc nous avons le devoir d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à Nelson Mandela. Devant ses 60 000 supporters acquis à sa cause, Jacob Zuma a lancé un appel à la mobilisation, confiant dans son bilan et sa victoire mercredi. Il y a de quoi être fier de notre beau pays alors que nous célébrons les 20 ans de notre liberté. L'issue du scrutin ne fait guère de doute. L'ANC devrait remporter haut la main ces élections, les premières sans Nelson Mandela. Reste à savoir dans quelle proportion, c'est le véritable enjeu du scrutin. Pour le parti, il s'agit de ne surtout pas passer sous la barre des 60%. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programmes sur RTI1.